Bienvenue dans cette série de tutoriels dédiés aux pompes doseuses à membrane, des pompes de haute précision essentielles dans le domaine de l'eau. Au cours de cette vidéo, on va ensemble explorer les différents accessoires que l'on retrouve généralement associés aux pompes doseuses. Bonjour Fred, merci de nous recevoir. Bonjour à toi François. On va peut-être commencer par parler des accessoires qu'on a devant nous aujourd'hui. Si je ne m'abuse, tous ces accessoires sont des choses que l'on trouve dans un système de pompe doseuse à membrane, c'est bien ça? Tout à fait. Ok. Donc en effet, aujourd'hui nous allons voir les accessoires qui vont de la crépine d'aspiration jusqu'à la canne d'injection, en passant également par des vannes de maintien de pression ainsi que les amortisseurs de pulsation, sans oublier les réservoirs de stockage et les éventuels agitateurs que l'on a besoin d'utiliser parfois pour pouvoir mélanger des produits. Et tu vas comprendre quel est l'intérêt de chacun des accessoires et voir si, en fonction de la situation donnée, il est nécessaire ou pas. Et en tout cas, j'ai l'impression que ça va faire des mots techniques à apprendre aujourd'hui. Accrochez-vous bien. Fred, on commence éventuellement à parler de tout ça. Là, je vois qu'il y a 4 choses qui se ressemblent plus ou moins les uns les autres. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, ça, si tu veux, c'est une crépine d'aspiration. D'accord. Cette pièce va donc s'installer au fond du réservoir de produits chimiques à pomper. Cette pièce, en fait, est constituée sur les petits modèles d'un pot en céramique de manière à pouvoir la lester et la laisser verticale. À l'intérieur de cette pièce, il y a également un petit filtre qui te permet de pouvoir éviter que la pompe aspire des impuretés. D'accord. Alors attends, tu sais quoi? Je te propose de la montrer à cette caméra par là pour qu'on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, donc c'est dévissé. Ça, c'est de la céramique. Et à l'intérieur, on voit bien, je me permets, on voit bien un petit filtre. Je ne sais pas si vous voyez le petit filtre ici. C'est ce qu'on trouve au bout de nos robinets, quasiment, non? Exactement. D'accord. Et si tu veux, l'objectif, c'est d'éviter que les impuretés partent dans la pompe pour éviter de l'encrasser et donc que la pompe puisse dysfonctionner. Ok. Ensuite, nous avons également un clapet anti-retour. Si tu secoues la petite bille à l'intérieur, tu l'entends. Ouais. Et ça a pour objectif, si tu veux, d'éviter que le produit redescende dans le bidon. C'est une pièce qui est obligatoire de manière à assurer le bon fonctionnement au niveau de l'aspiration. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette table ici? Alors, si tu veux, donc, au niveau des crépines, bien sûr, en fonction du modèle de pompe, on peut se retrouver avec une crépine un petit peu plus grosse. Ça, c'est une crépine aussi, d'accord? C'est exactement la même chose que cette pièce-là, mais ça pour des pompes doseuses plus importantes. Les couleurs sont différentes. Est-ce qu'éventuellement, c'est en réponse au liquide que ça fait passer ou quoi que ce soit? Tu as tout à fait raison. D'accord. En fait, si tu veux, avant de choisir l'accessoire, il faut déjà savoir quel type de produit tu vas pomper. D'accord. En fonction du type de produit que tu vas pomper, nous avons une table de résistance chimique qui va te permettre de savoir tel ou tel matériau soit compatible ou non avec le produit à véhiculer. Ok. Pour cela, tu vas sur notre site internet et tu vas télécharger la liste de compatibilité chimique qui, en fonction du produit chimique, te permettra de savoir quel matériau soit utilisable ou pas. Donc là, tu vois par exemple que nous avons dit 4 couleurs. Ok. Nous sommes sur des crépines en plastique. Et par exemple, on a une couleur plutôt gris, couleur PVC. Donc ça, c'est du PVC. D'accord. Ensuite, on a la couleur blanche, qui est du PVDF, pour polyvinyl difluorure. Très bien. C'est un matériau noble. Très bien. Nous avons ensuite des crépines couleur beige, c'est du polypropylène. Ok. Et enfin, cette partie noire qui est du téflon. Ok. Donc là, on est vraiment sur le haut de gamme en termes de tenue chimique. Maintenant, dans le traitement de l'eau potable et dans l'épuration, généralement, on recommande le matériau PVDF parce qu'il permet en fait de pouvoir véhiculer 99% des produits que l'on va utiliser dans ce type d'application. L'idée, si tu veux, c'est que on n'est pas trop à choisir le type de matériau utilisé. On sait que ce matériau est dit passe-partout. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur les crépines? Il est nécessaire, bien sûr, de les entretenir. D'accord. Donc, comme tu l'as vu tout à l'heure, la crépine est équipée d'un filtre. Oui. Il faut d'abord s'assurer que le filtre ne soit pas colmaté, sinon, bien sûr, la pompe ne va pas pouvoir aspirer. Ensuite, ce clapet-là n'a pas non plus une durée de vie éternelle et on recommande de pouvoir remplacer cette crépine tous les 1 à 2 ans, idéalement. Bon impec, je crois qu'on a tous bien compris ce qu'il en est des crépines, différentes couleurs, différents matériaux, différents usages, etc. Passons à la suite. Qu'est-ce que c'est que cette longue tige-là? Alors ça, si tu veux, c'est une garniture d'aspiration. Ok. Quand on a affaire à un réservoir classique, une simple crépine peut suffire parce que le caca va pendouiller sur un bout de tuyau. Dans certaines situations, on peut se retrouver avec un réservoir équipé d'un agitateur, et bien évidemment, si la crépine est équipée d'un tuyau souple, celle-ci va venir taper dans l'agitateur. C'est pour ça qu'il existe un modèle rigide, où en fait, on va traverser le réservoir de stockage, on va toujours recevoir la crépine d'aspiration, mais en fait, le tuyau d'aspiration va être guidé dans un tube rigide de manière à éviter la déformation. Et sur ce modèle-là, on a également rajouté un petit détecteur de niveau, un petit système d'afflotteur, qui permet de pouvoir avertir comme quoi le réservoir est vide. Et la crépine se branche en dessous du coup? La crépine est ici. Tu vas retrouver le même filtre. D'accord, elle est directement intégrée, ça marche. Cette pièce-là est remplacée par cette petite pièce-là. Ok. Et donc, au niveau entretien, on va retrouver les mêmes configurations que sur une crépine classique. Il faut donc nettoyer et remplacer le petit filtre en fonction de son encrassage et globalement changer cette pièce tous les 1 à 2 ans. Très bien. Donc si je comprends bien, c'est une pièce qui permet d'aspirer le liquide tout en protégeant la pompe. Exactement. C'est bien ça? Super. Fred, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors,
Comme tu as pu le voir sur la garniture, nous avons donc une crépine équipée d'un détecteur de niveau intégré, mais on peut avoir parfois besoin simplement d'un détecteur de niveau séparé. Donc généralement, cette pièce-là, on va l'utiliser avec une crépine classique, où on va donc avoir la crépine qui va pendouiller sur son tuyau, et à côté, un détecteur de niveau qui va plonger dans le réservoir, de manière à pouvoir alerter comme quoi il reste ou pas du produit. Tu as vu donc maintenant tous les accessoires qui sont dans la cuve d'aspiration. Nous allons maintenant voir tous les accessoires qui sont en refoulement de la pompe doseuse. Très bien, et ben impec. Allez, on change tout ça, on se retrouve juste après. Nous revoilà. Jusqu'à maintenant, on a parlé de tout ce qui venait avant la pompe, c'est-à-dire entre le réservoir et la pompe. Là maintenant, Fred, on va parler de tout ce qui vient après la pompe. C'est bien ça? Exactement. Génial. Allez, on commence par le début. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça, nous appelons ça une vanne multifonction. Alors, tous les accessoires que nous allons voir maintenant, certains sont obligatoires, certains sont facultatifs, et ça va dépendre de l'installation. Ça, c'est une vanne multifonction qu'on va pouvoir retrouver sur les petites installations, au niveau des petites pompes doseuses. Elle permet en fait deux choses. Tout d'abord, de créer un maintien de pression de la pompe doseuse, car en fonction de la situation, la pompe peut se retrouver parfois à siphonner. Pour éviter ce phénomène, il faut en fait créer un delta d'aspiration et de refoulement d'environ 1,5 bar. Si par exemple il n'y a pas 1,5 bar au refoulement de la pompe, elle peut siphonner le produit et on va donc rajouter cette pièce sur le clapet de refoulement de manière à maintenir une pression au niveau de la pompe. Alors donc là on a vu la partie maintien de pression. Ensuite une pompe doseuse est une pompe dite volumétrique. Si tu vas fermer par exemple le refoulement de la pompe, cette pompe peut monter sur des pressions très importantes, voire éclater la tuyauterie, voire casser la pompe. C'est pour ça qu'on peut rajouter un deuxième organe qui est la partie rouge, qui est en fait la partie décharge. Si la pompe monte en surpression, à ce moment-là, le produit va décharger dans le réservoir de manière à sécuriser l'installation. Et c'est pour ça que cette vanne multifonction permet de maintenir une pression au refoulement pour éviter le siphonnage, ainsi que le système de décharge pour décharger le produit si on est en surpression. D'accord. On peut dire donc que finalement, cette vanne multifonction est un élément extrêmement important dans la sécurité du pompage. C'est idéal d'avoir ce genre de pièce. Ça. Alors, ça, si tu veux, c'est ce qu'on appelle une vanne de maintien de pression. Les vannes multifonctions, ce sont des choses que l'on va utiliser sur des petites pompes doseuses. D'accord. Sauf que quand on va avoir des pompes plus conséquentes, on ne peut plus avoir des vannes multifonctions et des tailles aussi grosses. Et à ce moment-là, on va partir par ce genre de matériel qui sont exactement la même chose, mais de manière séparée. Donc on va par exemple avoir l'organe de maintien de pression, c'est-à-dire qu'on va donc avoir la pompe qui va partir dans cette pièce-là, qui va donc, elle, maintenir une pression. Donc en fait, à l'intérieur, tu as en fait une vis où en fait on va créer une force, une pression au refoulement de la pompe pour qu'elle monte en pression pour éviter le siphonnage. Et on va utiliser cette même pièce en dérivation de l'installation, ou auquel cas va servir de soupape de décharge, de manière à pouvoir décharger le produit dans le réservoir. Tu verras tout à l'heure dans le coffret de dosage comment cela s'installe. Tu verras, c'est beaucoup plus clair au niveau du fonctionnement. Bon bah super. En tout cas, on est d'accord que ces deux pièces ont le même but, que sont de faire en sorte que tout le liquide ne sorte pas d'un coup de la pompe et de gérer la pression qui se trouve dans le circuit pour éviter de mettre trop de pression. C'est bien ça? Ouais, on va décharger le produit en cas de surpression. Eh ben impeccable, impec. Là, alors je vois un bandeau jaune, des marques noires. On est encore dans la sécurité? Alors, oui et non. Ah. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle un amortisseur de pulsation. C'est une sorte d'antibélier. Une pompe doseuse a un débit que l'on appelle pulsé. J'injecte. Du coup, on va créer des pics de pression dans les lignes. Ce qui peut, en fonction de la longueur de tuyauterie, de la taille de l'installation, créer des problèmes de pulsation, voire de casse des tuyauteries. Donc, à ce moment-là, on va rajouter cette pièce au refoulement de la pompe qui va donc être un antibélier où en fait, elle va accumuler les pulsations de manière à essayer de lisser l'injection et donc de limiter les pics au niveau du fonctionnement. Excuse-moi, juste une précision. Ça fait 2 fois que tu dis bélier. C'est quoi? C'est justement les à-coups qui arrivent. Exactement. On appelle ça le coup de bélier ou chose comme ça. Alors, en fait, si tu veux, on va dire que la pompe doseuse fait comme des sortes de coups de marteau à chaque fois qu'elle injecte. D'accord. Du coup, on va donner des coups de marteau sur la tuyauterie qui va donc se mettre en vibration et on peut casser la tuyauterie. Ça, c'est donc un organe qui va permettre de protéger la tuyauterie. Donc l'amortisseur est là comme sur une voiture pour amortir les chocs, faire en sorte que ce soit le plus linéaire possible. Exactement. Et du coup ne pas esquinter la partie dure des tuyaux. Ok. Donc en fait, cet amortisseur, on va l'utiliser dans 2 situations. La première, ça va être pour protéger les lignes quand on est sur des grands refoulements en termes de longueur. La deuxième situation, c'est qu'étant donné que l'on va amortir les pulsations, on va lisser le débit. La deuxième situation, c'est de l'utiliser quand on veut utiliser un débitmètre au refoulement de la pompe. Okay. Dans certaines situations, on va rajouter un débitmètre de manière à s'assurer que le débit de la pompe est correct. Et il est donc nécessaire de rajouter cette pièce pour pouvoir lisser le débit, parce que sinon le débit va être sinusoïdal et le débitmètre va avoir des problèmes de performance de mesure. D'accord.
Là, on est sur quelque chose de complètement différent. Là, on ramène de l'électricité avec de l'eau. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va faire des étincelles, celle-là. Tu as tout compris. Fred, dis-moi tout. Alors là, on n'est pas sur un accessoire hydraulique, on est sur un accessoire électrique. Tu verras que beaucoup de pompes doseuses sont équipées d'électronique embarquée. Il est donc nécessaire d'utiliser ce câble de commande de manière à pouvoir piloter la pompe. Ça, c'est obligatoire sur une pompe qui est équipée d'électronique. Mais ça reste un accessoire. Bah, impeccable, merci pour ça. Allez, là, devant, je vois des pièces qui me rappellent quelque chose. On est encore sur de la crépine. Alors, ça ressemble à une crépine, mais là, on est sur la partie injection. C'est ce qu'on appelle une canne d'injection. Une canne d'injection. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, si tu veux, on a vu juste avant qu'il y avait certaines pièces qui n'étaient pas nécessaires. En revanche, une canne d'injection, celle-ci est obligatoire. C'est en fait le point final d'injection dans la ligne d'eau à traiter. D'accord. Donc à partir de là, cette pièce va se visser sur la tuyauterie et va permettre de pouvoir injecter le produit chimique dans l'eau à traiter. D'accord. Elle est constituée d'un tube plongeur permettant de pouvoir injecter le produit dans la veine d'eau, ainsi qu'un clapet en tire-tout pour éviter que l'eau revienne. La différence par rapport à celle que tu as dans la main, c'est simplement une question de taille, où là on est sur des petites pompes doseuses et là sur des pompes plus grosses. Très bien. Du coup, excuse-moi, mais il n'y a qu'une transition, c'est la même chose? Oui. Alors là on est donc sur une canne d'injection dite classique, avec un tube qui est fixe. C'est une canne qui n'est par exemple pas très adaptée pour tout ce qui est produit cristallisant. Par exemple l'eau de javel, la soude. Le problème c'est qu'en fait il va de la cristallisation qui va se passer dans le petit tube qui se passe ici. Ça va se boucher, la pompe va monter en surpression. Et c'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle des lances de dosage. Certains appellent ça aussi tube d'injection, mais nous on préfère utiliser le terme lance de dosage. Où en fait le gros avantage c'est que celle-ci elle est réglable de manière à pouvoir régler la profondeur d'immersion dans la tuyauterie. L'objectif c'est d'essayer d'injecter au plus proche du milieu de la tuyauterie, de manière à créer un bon mélange. D'accord. Et comme tu peux le voir là, il y a en fait une petite gaine ici, qui évite que l'eau revienne, et donc la cristallisation va se faire à l'extérieur ici. D'accord, attends, on va bien montrer à la caméra, je ne sais pas si on la voit comme il faut, la petite gaine qui se trouve au bout là. Exactement. C'est une petite gaine en silicone, si tu veux. Excuse-moi, juste pour être sûr, on est d'accord que quand tu parles de cristallisation, on parle de dépôt, ça va être du calcaire et tout ça, tout ce qui s'agglutine finalement dans le tuyau et qui fait monter en pression ou autour du tuyau et qui peut le ronger, c'est ça? En fait, si tu veux, c'est qu'en fonction de la dureté de l'eau, certains produits chimiques vont pouvoir cristalliser au point d'injection. Typiquement, l'eau de javel, c'est un gros sujet où en fait, plus l'eau elle est dure, plus ça va cristalliser. Et à partir de là, grâce à cette gaine, la cristallisation va se faire à l'extérieur. Elle ne va pas se faire dans le tube. D'accord. Donc c'est vraiment une pièce qui est destinée à l'eau de javel, ainsi que la soude par exemple, qui sont des produits extrêmement cristallisants. Et comme tu peux le voir, il y a en fait une vanne, parce qu'une canne d'injection a besoin d'entretien. Avec une canne d'injection classique, tu es obligé de dévisser la canne d'injection de la tuyauterie d'eau. Il faut donc couper l'eau pour faire ça. Et forcément, plus d'eau, l'utilisateur n'est pas spécialement content. Tout à fait. Avec cette canne-là, comme tu peux le voir, il y a une vanne permettant d'isoler. Donc tu vas être capable de pouvoir tirer la canne à l'extérieur de la tuyauterie et de fermer la vanne et pouvoir faire l'entretien de la canne d'injection sans interrompre le système. Au niveau entretien, la première chose, c'est de s'assurer que la canne d'injection n'est pas bouchée. D'accord. C'est pour ça qu'une lance de dosage est intéressante si ta canne d'injection a tendance à se boucher trop souvent. Donc le premier objectif, c'est donc de vérifier si ta canne n'est pas bouchée ou si tu as équipé d'une lance, que cet embout n'est pas cristallisé. Ensuite, on a donc un clapet en tire-tour ici pour éviter que l'eau revienne. Encore faut-il que ce clapet soit fonctionnel, il est donc nécessaire de vérifier qu'il soit en bon fonctionnement. Et d'une manière générale, on recommande de changer cette pièce tous les 1 à 2 ans. D'accord. Alors c'est pratique parce que ça semble cohérent avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc finalement, tous les 18 ou 24 mois, on peut faire un entretien complet. Comme tout entretien, l'idéal c'est de faire ça de manière préventive et ne pas attendre que ça casse, parce que le problème c'est qu'on véhicule des produits chimiques. Si ça casse, tu vas forcément arroser de produits et créer des dégradations. Et il est préférable de faire du préventif. Impeccable. La prévention, c'est ce qu'il y a de plus important dans tous les secteurs. Bon, génial. Écoute, Fred, hop, on va refaire table rase de ce qu'il y a là. On se retrouve juste après, parce que je crois qu'il y a encore 2-3 choses qu'il faut qu'on vous montre sur les pompes et qui ne tenaient pas sur la table. Allez, à tout de suite. Fred, on a parlé de différents accessoires. On allait enchaîner sur le réservoir. C'est vrai. Mais tu nous as dit les tuyaux. Oui. Alors là, on a des tuyaux. Que peux-tu nous en dire? Alors, parce qu'on a vu donc différents accessoires, il faut bien sûr les interconnecter entre eux, ainsi qu'avec la pompe. Pour cela, on va donc utiliser des tuyaux. Nous allons retrouver 2 grandes familles de tuyaux. Les tuyaux dits en PVC et les tuyaux qui peuvent être plus pour la partie refoulement, avec des tuyaux en polyéthylène et des tuyaux en PTFE. Grosso modo, quand on va être sur de l'aspiration, on va utiliser un tuyau en PVC souple, de manière à pouvoir être parfaitement vertical. Ok. Si tu utilises du tuyau de refoulement, le problème c'est qu'en fait, il va garder une courbe naturellement tordue, qui fait que ta crépine ne sera pas droite. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en aspiration, on va donc privilégier ce tuyau, si bien sûr il est compatible avec le produit chimique. Forcément, sur des pompes plus conséquentes, on va utiliser toujours ce genre de tuyau, mais on va partir sur ce genre de système armé. D'accord.
Ensuite, au niveau du refoulement, comme tu peux le voir, on a deux types de tuyaux. On le voit peut-être pas bien à la caméra, mais tu vois que celui-ci est beaucoup plus brillant que celui-ci. Plus brillant, hein, Plus c'est ça brillant, ouais. Ça marche. Et plus dur. Si tu appuies dessus, tu verras. Ouais, alors oui, effectivement, on va remontrer à la caméra. Peut-être qu'on voit sur un fond, un peu plus bleu, on verra peut-être un peu mieux. Et donc là, si tu veux, ça c'est du téflon et ça c'est du polyéthylène. Le polyéthylène est en fait un produit très économique, pas cher, mais il ne résiste pas à tout. Donc ça, on va dire que c'est un tuyau de première monte. Si on cherche un tuyau qui soit beaucoup plus résistant au produit, on va plutôt s'orienter sur un produit certes plus cher, mais qui va vraiment tenir dans le temps, qui est du tuyau dit téflon. D'accord. Polyéthylène, plutôt un aspect translucide. Téflon plus un aspect, on va dire, rigide et brillant. Et on va donc choisir différents types de tuyaux en fonction du type d'installation. Est-ce qu'on est à l'aspiration ou au refoulement? Parce que forcément, avec ce genre de tuyau, ça ne supporte pas le refoulement. Et inversement, on va éviter d'utiliser du tuyau de refoulement à l'aspiration. Très bien. Bon, bah écoute, ça c'est une très bonne information. Ça veut dire aussi finalement que, tu me corriges si je dis une erreur, en fonction du type de tuyau que l'on trouve, on sait si on est avant ou après la pompe. Exactement. Finalement. Et Tout on à sait fait. ce qu'il y a au bout. Je pense que c'est bon pour les tuyaux. Oui. Réservoir, cuve, je t'écoute. Au gros sujet. Notre objectif, bien sûr, c'est de pouvoir stocker un produit chimique. Oui. Étant donné que c'est un produit chimique, c'est un produit dangereux. Il est donc nécessaire et obligatoire de mettre ce réservoir dans ce qu'on appelle une rétention. D'accord. Si tu regardes sous ce réservoir, tu verras une rétention. Oui, effectivement, hein, Voilà. une belle rétention, une cuve. Et comme tu peux le voir, elle est quand même grosse en termes de volume. C'est ça. Si tu veux, la réglementation dit qu'il faut au minimum 50% du volume stocké. Nous, on part du principe qu'il faut 100%. Ton réservoir fait 100 litres, ta rétention fait 100 litres. L'objectif de la rétention, c'est que si le réservoir est fuyard, le risque, c'est que s'il n'y a pas de rétention, ça parte dans la nature, ce qui est quand même pas terrible. Et là, la rétention, elle va permettre de pouvoir récupérer toutes les égouttures du réservoir. C'est donc D'accord. quelque chose qui est nécessaire et obligatoire. D'accord. Et ensuite, tu vas donc avoir le réservoir. Bien sûr, sa taille va dépendre de l'autonomie. Si ta pompe dose par exemple 100 litres heure, forcément, tu ne vas pas mettre un réservoir qui ne fait qu'un litre. Sinon, l'autonomie n'est pas envisageable. Et on a donc différentes tailles du réservoir. Ça peut être simplement un bidon de 20 litres du commerce, jusqu'à des réservoirs de 1500 litres en version roto-moulée. Et on va donc avoir, bien sûr, un bouchon de remplissage qui va te permettre de pouvoir remplir le réservoir, ainsi qu'un support ici permettant de fixer la pompe doseuse. Comme tu peux le voir, il y a des petits inserts qui permettent de pouvoir fixer la pompe dessus. Et on va donc percer le réservoir de manière à y mettre la crépine d'aspiration, l'éventuel détecteur de niveau. Et comme tu le vois ici, on a une empreinte qui permet de rajouter un éventuel agitateur. Bah, impec pour tout ça. Maintenant, on n'a qu'à passer aux agitateurs. Sans problème, je te propose dans ce cas-là d'arrêter la vidéo de manière à te montrer un réservoir beaucoup plus gros avec un agitateur monté dessus. Eh ben, on va faire mieux, on va faire une ellipse de temps. Allez hop, bah voilà. Là, je pense qu'on a la grande sœur. Alors Fred, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau des agitateurs? Alors, si tu veux, en fonction du produit véhiculé, on a parfois besoin de le préparer sur site, de manière à faire ce qu'on appelle une dissolution. L'une des situations, par exemple, de dissolution, c'est l'utilisation du chlore en poudre. À partir de là, il est nécessaire de pouvoir mélanger ce chlore sur place avec de l'eau, comme une préparation, par exemple, d'une pâte à crêpes, entre guillemets. Donc à partir de là, on va donc utiliser de l'eau au niveau du réservoir, ainsi qu'un agitateur qui permettra de pouvoir mélanger le chlore que tu vas dissoudre dedans. Au niveau des agitateurs, on parle de quoi? On parle de l'entretien encore? Alors, si tu veux, donc un agitateur, il faut déjà le choisir par rapport au produit que tu vas mélanger. D'accord. En effet, il existe des agitateurs avec un arbre en inox, qui est une utilisation tout à fait conventionnelle pour du permanganate de potassium par exemple, mais ce n'est pas très compatible avec des produits qui comprennent des chlorures. À partir de là, il existe d'autres modèles d'agitateurs avec un revêtement sur l'arbre de manière à ce qu'il soit attaqué. Quand tu parles d'entretien, il n'y a globalement pas d'entretien très important sur ce genre d'agitateur. Ce qui est d'abord important, c'est qu'il soit bien installé verticalement et surtout qu'il ne fonctionne pas à sec. Donc pour ça, il y a une règle d'or, c'est de s'assurer qu'il y ait toujours du liquide au-dessus de l'hélice, de manière à éviter que l'arbre se mette en vibration et puisse casser le palier. D'accord. Le palier? Alors le palier, si tu veux, c'est que tu as donc le moteur, l'hélice, l'arbre, et la connexion entre le moteur et l'arbre d'hélice s'appelle un palier. Ça marche. Là, à l'écran, les gens qui nous regardent ont plusieurs types d'agitateurs différents. Donc en fait, si tu veux, tu vas donc retrouver tout d'abord celui du fond qui est en fait un agitateur avec une hélice type marine, une hélice à 3 pales. Donc c'est une utilisation tout à fait classique. Tu peux voir sur la partie de devant qu'on va avoir le même agitateur mais avec un revêtement. Tout à l'heure, je parlais d'agression de l'inox. La solution, c'est donc avoir un agitateur revêtu de manière à éviter les problèmes de corrosion. Et ensuite, quand on va mélanger des produits qui sont plus visqueux, plus compliqué à mélanger, il va falloir utiliser ce qu'on appelle un réducteur,
Donc comme tu peux le voir, le moteur est équipé d'une pièce en dessous, qui est ce qu'on appelle un réducteur de vitesse, de manière à agiter plus doucement. Et comme tu peux le voir sur le dernier agitateur, l'hélice a une forme totalement différente. Tout à fait. Parce qu'en fait, on va donc avoir un palier encore plus gros et une agitation encore plus lente, de manière à vraiment faire un mélange très lent en fonction du type de produit véhiculé et donc mélangé. D'accord, impeccable. Donc en fait, là, on va pouvoir jouer sur l'orientation des pales, la vitesse de l'axe. On peut jouer, j'imagine, sur à peu près tout et ça dépend de ce qu'on veut mélanger, ce qu'on veut obtenir au final. Exactement. C'est bien ça? Tout à fait. Super. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur les agitateurs? Non, je pense qu'on a fait le tour. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ils sont nécessaires si on doit dissoudre un produit dans de l'eau. Que ce soit une émulsion, c'est-à-dire mélanger un produit qui ne se mélange pas facilement avec de l'eau, ou si on doit dissoudre un produit sous forme de poudre. Eh bien, impeccable. Bon, je pense que là, tout le monde a compris pour les agitateurs. On va parler d'une dernière chose avant de terminer cette capsule. Ce sont les EPI. EPI, on sait ce que c'est? Équipement de protection individuelle. Eh ben voilà, génial. Allez, à tout de suite. Nous revoilà avec les EPI. Vous êtes bien trop nombreux à ne pas les utiliser. Il faut les mettre tout le temps. On connaît les principaux, hein, les gants, les masques, les lunettes, les chaussures de sécurité, bien entendu. Alors, Fred, on t'écoute. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les EPI? Avant toute chose, il faut déjà savoir quel produit chimique on va véhiculer. Pour cela, on a ce qu'on appelle la FDS, fiche de données sécurité. Il est obligatoire d'avoir cette fiche en connaissance et donc de pouvoir, en l'occurrence, la disposer dans le local de stockage. Et surtout de la lire, de manière à connaître le produit chimique, de manière à appréhender les risques. Et en fonction justement du type de produit, on va pouvoir utiliser bien sûr des chaussures de sécurité, de manière à protéger les clés. Confortables, dernier standard, les chaussures. Oui. Mais surtout qui sont importants en termes de revêtement, qu'elles soient adaptées aux produits chimiques. Très bien. Ensuite, il faut mettre une combinaison, de manière à se protéger la peau, hein, parce qu'on parle de produits chimiques qui peuvent agresser la peau. Des lunettes de protection, voire idéalement une visière. Alors, c'est moins sexy, mais ça protège bien mieux. Bon, c'est vrai que c'est moins sexy là pour le compte. Et des gants. Donc, à minima des gants en nitrile. Il existe après d'autres types de gants comme des gants en néoprène. Et on va donc encore une fois s'adapter aux produits chimiques. Mais surtout, lisez attentivement la fiche de données de sécurité de manière à pouvoir appréhender le produit et surtout, protégez-vous. D'accord, ça c'est très important. Petite question, parce que pour moi il me manque clairement un EPI, les masques. Alors, le masque va dépendre, tu parles de masque respiratoire? Tout à fait. Ok, certains produits, ça peut être nécessaire, mais pas avec tous les produits. Encore une fois, sur la fiche de données sécurité, tu peux avoir des produits qui sont fumants, vaporisants, où il est nécessaire et obligatoire de rajouter, et tu as raison, un équipement de respiration individuel. Donc là, ce qu'on a montré vraiment aux gens qui nous regardent, c'est la base. Les lunettes, les gants, la combi, les chaussures. S'il vous plaît, mettez-les. Eh bien, génial. Maintenant que l'on connaît tous les éléments constitutifs des pompes doseuses à membrane, ainsi que les équipements apportés pour éviter tous les accidents, merci Fred, nous allons ensemble voir le fonctionnement des pompes doseuses, leur réglage et leur calibration. Je vous donne rendez-vous dans le second tuto avec Frédéric pour la démonstration complète de différents montages classiques et opérationnels de pompes doseuses à membrane. A tout de suite.